Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Canal 32. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 7 septembre. Voici les titres. C'est la rentrée solennelle du tribunal de grande instance de Troyes. 5 nouveaux magistrats, dont la présidente du tribunal, ont été installés. Objectif des nouvelles arrivantes, travailler dans la continuité. Il y a 51 ans, presque jour pour jour, le président de Gaulle était victime d'un attentat manqué. Armand Belvisi, l'un des membres du commando qui a posé la bombe à Pont-sur-Seine, raconte son histoire dans le journal. Il avait été condamné à l'époque à 15 ans de prison. Le basket club de Saint-André-les-Vergers a repris l'entraînement. Beaucoup d'espérance pour cette nouvelle saison. Le BCSA vise une fois encore le haut du panier en National 3. 5 nouveaux magistrats viennent d'être installés au tribunal de grande instance de Troyes en fin de matinée devant les autorités politiques du département. Changement majeur, la nouvelle présidente du tribunal s'appelle Isabelle Gors. Elle vient de Poitiers. Elle prend donc la succession d'Edwige Vitran. Objectif de cette nouvelle année pour les magistrats, continuer les actions entamées tout en préparant l'avenir. Damien Ardois a suivi l'audience. Faites entrer les nouveaux magistrats. Ils sont 5 à avoir pris leurs fonctions début septembre. Une juge des enfants, une juge d'instance, une substitut du procureur, une vice-présidente, mais aussi une nouvelle présidente. Isabelle Gors se succède à Edwige Vitran et la feuille de route est déjà bien tracée. Le tribunal de grande instance de Troyes est un tribunal qui fonctionne désormais dans de bonnes conditions. Les effectifs ont été remis à niveau et les missions sont assurées de façon normale, voire je dirais dans certains secteurs optimal. Je consoliderai ces acquis tant en interne qu'à l'externe vers les partenaires de la juridiction. Par ailleurs, le tribunal de grande instance va faire l'objet de très importants travaux de rénovation qui vont durer plusieurs années, qui vont nécessiter en site occupé de continuer de travailler malgré le chantier. Au tribunal, les chantiers sont menés sur tous les fronts. À la barre désormais, Isabelle Gors. À Troyes, elle occupe pour la première fois un poste à la tête d'une juridiction. La nouvelle présidente arrive de Poitiers où elle était conseillère à la cour d'appel. Une précédente expérience en tant que directrice interrégionale des services pénitentiaires dans le sud-ouest apparaît comme un atout pour la juridiction troyenne. Elle a une expérience d'administration centrale et notamment en matière d'administration pénitentiaire qui est tout à fait importante. Nous avons sur le département 3 établissements pénitentiaires, donc il est important que nous ayons également au niveau du siège et par la présidente une connaissance effectivement du fonctionnement de cette administration-là. La rentrée solennelle, c'est aussi l'occasion de faire le point sur les effectifs. Avec ces postes pourvus, le tribunal va désormais compter sur 22 magistrats au siège et 6 au parquet. C'est un de moins que lors du précédent exercice. Les restrictions budgétaires et la nouvelle carte judiciaire doivent être acceptées. Il faut faire avec, car nos missions ne dépendent pas des personnes qui sont présentes au sein de la juridiction. Les juridictions sont des structures très fragiles, donc nous devons veiller avec le procureur de la République et la cour d'appel à ce que le niveau des effectifs soit suffisant pour permettre que l'ensemble des missions du tribunal soient assurées de façon satisfaisante. Mais ça exige beaucoup de travail de la part des magistrats. C'est un tribunal qui est chargé et je peux témoigner de ce que les juges de ce tribunal travaillent beaucoup. Cette rentrée solennelle devant les autorités politiques et judiciaires du département s'est effectuée dans la sérénité. Après plusieurs années difficiles, le tribunal de grande instance de Troyes dresse un constat qui est loin d'être mauvais, avec une activité bien régulée. Alors que les actions en justice sont au point mort dans l'affaire des sodis médicales, la solidarité, elle, n'attend pas. L'opération parrainage, lancée il y a 2 semaines, est un succès. Chacun des 52 employés de Plancy-l'Abbaye a désormais un parrain. Particuliers, associations locales ou personnalités politiques, les parrains avancent chaque mois l'équivalent d'un salaire. Cette opération devrait durer jusqu'à ce que les payes dues par l'entreprise Lohmann & Rocher soient versées d'ici quelques mois. C'était le 8 septembre 1961. Sur la route de Colombelles et Deux Églises, une bombe explose au passage de la voiture du général de Gaulle. Plus de 50 ans après, Armand Belvisi se souvient de cet attentat manqué contre le président. Et pour cause, il a participé à la pose de cette bombe à Pont-sur-Seine. À l'époque, membre de l'OAS, un mouvement clandestin radical, il refusait la politique menée en Algérie. Aujourd'hui, il a 88 ans et ses revendications restent intactes. Le reportage de Damien Ardois. Il n'était pas revenu sur les lieux de l'attentat depuis 1968. Après 6 ans passés derrière les barreaux, Armand Belvisi, 88 ans, a participé sous les ordres du colonel Bastien Thierry à l'attentat de Pont-sur-Seine le 8 septembre 1961. Pendant une dizaine de jours, ce membre de l'OAS a fait le trajet depuis Paris pour préparer son forfait. J'ai préparé une rigole qui partait depuis le Bosquet jusqu'au tas de sable
c'est-à-dire d'enterrer un fil de 600 mètres de fil qui mettait en contact la bombe d'un côté et la mise à feu électrique de l'autre côté. La bombe cachée ici dans un tas de sable était mal conçue. Le président de Gaulle n'avait pas été touché et les auteurs de ce coup d'État manqué avaient été raillés. L'attentat de Pont-sur-Seine est le premier d'une série orchestrée par l'OAS. Cette portion de route auboise apparaissait pour les terroristes comme idéale. On est sur la RN 19 et c'est le lieu de passage obligé. De Gaulle, tous les week-ends ou presque, quand il rentrait à Colombey, empruntait la route. 4DS noir, bien sûr. Mais les chauffeurs ont pu s'en sortir. C'est significatif parce que là, il y a vraiment une rupture entre une organisation qui s'appelle l'organisation de l'armée secrète, l'OAS, qui en veut vraiment à De Gaulle parce qu'il l'accuse de brader finalement l'Algérie. On en a parlé, hein, et c'est vraiment un des premiers coup d'éclat de l'OAS. Après cette tentative échouée, Armand Belvisi est entré dans la clandestinité. Retrouvé par la police, il a été jugé à Troyes un an après et condamné à 15 ans de prison. La grâce présidentielle accordée 6 ans plus tard n'atténue pas sa rancœur contre les décisions politiques de l'époque. Il assume encore son geste inconsidéré. On avait décidé de l'abattre parce que lui avait décidé d'abandonner l'Algérie. Le 12e jour, disons, c'est le jour où j'ai enterré la bombe. Ah, c'est moi qui l'ai mise, oui. Je l'ai même embrassée en la mettant. C'est l'image que j'ai la plus importante de ma vie. C'était quand même une affaire, une grosse affaire, déposer une bombe de 45 kilos d'explosifs pour tuer le président de la République. Et c'est pas n'importe quel, c'était Charles de Gaulle. L'attentat de Pont-sur-Seine reste aujourd'hui dans les annales comme étant un attentat volontairement raté. À 88 ans, Armand Belvisi s'en défend. Pour lui, il s'agissait d'essayer de changer le cours de l'histoire le long de cette route auboise avant les accords d'Évian en 1962. Et si l'histoire est inscrite dans les mémoires, elle est aussi dans les bâtiments. Comme chaque année, les Journées du patrimoine sont une occasion de visiter des endroits normalement fermés au public. Elles ont lieu le 15 et 16 septembre. Cette année, 17 sites seront ouverts à Troyes, dont certains méconnus, car le thème des journées s'intitule « Les patrimoines cachés ». Marc Sébéran, adjoint au maire chargé de la culture, nous explique pourquoi au micro de Cyril Tavernet. C'est le thème national des Journées européennes du patrimoine et sur la ville de Troyes, sur l'agglomération, on peut décliner tout à fait ce patrimoine caché. Donc vous voyez le site de la chapelle de Marie de Champagne qui appartient à la ville de Troyes, même si c'est dans l'enceinte du lycée. Et bien sûr les Troyens et les Aubois auront l'occasion de découvrir l'intérieur de la chapelle avec les fresques de Don Angélico sur Champ. Vous savez, c'est un moine qui a travaillé dans les années 50 sur ce patrimoine. Et puis surtout, c'est le prestigieux directeur de collection du Zodiac, des livres d'art assez exceptionnels. Donc c'est vraiment un patrimoine caché qui n'a jamais été ouvert et bien sûr qui sera ouvert avec des animations par une association, les passeurs de fresques, pendant toutes les journées européennes du patrimoine. Voilà, et si ça vous intéresse, la chapelle sera donc ouverte de 10h à 12h et de 14 à 18h. D'autres sites seront exceptionnellement visibles, comme la tour de l'église Sainte-Madeleine et le site usinier Guy de Bérac, mais ce ne sont que des exemples. Un nouvel épisode dans l'affaire qui oppose Joachim Younes et la justice. Il y a quelques mois, Mookie et Sabrina, les singes qui l'hébergeaient, avaient été saisis. Le passionné d'Aix-en-Othe n'avait pas les autorisations nécessaires pour les recueillir dans son refuge. Mais en attendant la décision du tribunal prévue le 20 septembre, Joachim Younes va pouvoir récupérer ces animaux. Il envisage d'aller les chercher lundi ou mardi. Ils sont actuellement dans un parc zoologique près de Lyon. Reportage à suivre donc la semaine prochaine. Depuis 2 saisons, le basket club de Saint-André-les-Vergers flirte avec une accession en National 2. Mais chaque année, le rêve se brise lors des toutes dernières journées après une lutte acharnée. Si à l'intersaison, le BCSA a vu partir quelques-uns de ses meilleurs éléments, les dirigeants du club Dria ont réussi à bâtir un effectif solide. Le reportage de David Mutel. Cela devient depuis 2 ans une horrible ritournelle. Saint-André domine le championnat de National 3 de basket durant toute la saison avant de finalement s'écrouler dans les derniers matchs et laisser donc ses adversaires monter à sa place en N2. Des blessures profondes pour un effectif encore très marqué par cet échec. Ce genre de choses on n'oublie pas, quoi. C'est clair, c'est pour ça qu'on est là. Moi personnellement c'est pour ça que je suis là un peu cette saison, pour essayer de redorer le blason un petit peu, monter, voire essayer de faire la même prestation que la saison dernière. Donc on va tout faire pour y arriver, quoi. Les dirigeants de Dria ont en outre perdu 2 de leurs meilleurs éléments à l'intersaison, l'emblématique Ben Abidi ainsi que l'arrière Toumani Konaté. Heureusement,
Le staff du BCSA a su pallier ces départs en recrutant intelligemment et à moindre coût, puisqu'ils ont trouvé un travail à leur nouvelle recrue, Mickaël Laurent, un joueur très expérimenté à la mentalité exemplaire. C'est vrai que j'ai joué plus haut, j'ai joué en National 2, en National 1. Après, c'est vrai qu'il y a aussi les opportunités du marché. Je cherche aussi à travailler à côté, donc là j'ai trouvé un boulot à côté. Donc, puis je viens d'être papa, donc je vais avoir un peu plus de temps aussi pour mon fiston. Donc non, c'est super, ça concilie tout, le basket, le boulot, la famille. C'est l'idéal pour moi. Cela ne fait pas pour autant grimper les ambitions d'Olivier Perrin, qui se montre comme souvent très modeste dans les rêves d'accession de son club. Je pense vraiment cette année on est encore dans une poule différente, une poule qu'on ne connaît pas trop, à part les deux équipes champenoises, mais qui est réputée quand même très très forte, avec des équipes qui ont énormément recruté, qui ont beaucoup d'argent, des fiefs du basket dans le Nord, donc ça va être vraiment un championnat très difficile, où il n'y aura aucune équipe facile. L'année dernière, on a beau dire, même si le haut de tableau était intéressant, il y avait des bonnes équipes, bon, les équipes de bas de tableau comme Nancy, Auxerre, Ludre, enfin, sans vouloir les dénigrer, c'était quand même un ton en dessous. Là cette année on n'aura aucune équipe facile, donc il va falloir être vraiment rigoureux et puis très consistant et puis réussir dans la durée. Une équipe Driade déjà très affûtée, comme le montrent ses matchs de préparation. La formation d'Olivier Perrin s'est même permis le luxe d'épingler Saint-Dizier, équipe de National 2, à son tableau de chasse. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, la météo de Cécile Riche. Ce week-end sera chaud et ensoleillé. Un petit rap de vacances pour tous. Lundi, le journal sera présenté par Mathieu Mercier. Un rendez-vous important au tribunal de commerce est à noter. Il décidera de l'avenir des Sodis médicales. Et on fera également le bilan des 48 heures d'automobile ancienne. Merci à tous de nous avoir suivis. Bon week-end et à bientôt sur Canal 32.